Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la Voix des Grands Lacs dans une émission qui porte sur les événements du Rwanda de 1994. Aujourd'hui, nous parlerons de l'assassinat de gendarmes français à Kigali, dans le quartier de Kakiru. Certains émettent des hypothèses et d'autres les contestent. Nous nous adressons aujourd'hui à quelqu'un qui a vécu pendant quelques années au Rwanda, pendant la période de la guerre, et qui était lui-même dans la gendarmerie française, qui était dans la coopération en réalité. Il s'agit du colonel Michel Robardet. Colonel, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Entendu mon exposé, nous parlerons sur l'assassinat des gendarmes tués dans la capitale rwandaise quelques heures seulement après l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Les questions qu'on peut se poser, c'est d'abord pourquoi 27 ans, 28 ans après bientôt, ce triple assassinat n'a jamais été élucidé. Il y a un journaliste, M. Lepidi, qui a sorti un article assez long, il y a 2 semaines de cela, et lui-même a émis des hypothèses, mais pour finir, son enquête réalisée d'ailleurs à Kigali dans les mois qui viennent de passer, cette enquête n'a pas abouti à grand-chose. Il revient à la case départ à se poser les mêmes questions, alors qu'il a été, dit-il en tout cas, voir les bonnes personnes, dont le général Kayonga qui dirigeait les gens du FPR à Kigali, au CND. Vous-même, vous avez publié un article récemment sur la plateforme Mediapart où vous contestez certaines hypothèses émises par M. Lepidi, et nous aimerions donc aujourd'hui que vous nous en parliez pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. D'abord, est-ce que vous pourrez nous raconter un peu le contexte de cet attentat, en sachant que vous n'étiez pas à Kigali, je veux dire le contexte de l'assassinat de vos camarades, qui étaient-ils, que faisaient-ils au Rwanda, quelles étaient leurs fonctions et pourquoi n'étaient-ils pas encore partis comme les autres collègues militaires qui étaient rentrés en France en décembre 1993? Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai bien connu le couple de Alain et Gilda Dilo, puisque nous avons passé ensemble, nous sommes côtoyés pendant 2 ans à Kigali. Et leur assassinat ainsi que celui d'André Meyer, que je connaissais de René Meyer, pardon, que je connaissais un petit peu moins bien, me tient un petit peu à cœur, et j'ai eu à cœur d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il faut se replacer dans le contexte général, puisque début avril 1994, le Rwanda est théoriquement en paix, puisqu'après 3 années de guerre entre le gouvernement rwandais qui bénéficiait de l'assistance technique militaire française, entre autres, d'assistance militaire belge aussi, mais dans une moindre mesure depuis le début de la guerre. Après 3 ans de guerre, dont ce gouvernement et la rébellion venue d'Ouganda et commandée par M. Kagame, les accords de paix avaient été signés à Arusha en août 1993. Ces accords de paix stipulaient, la France en était d'accord, que l'armée française se retirerait du Rwanda. Elle est partie donc le 15 décembre 1993 et le dispositif français au Rwanda, à partir de ce 15 décembre 1993, avait repris le dispositif du temps de paix, je dirais, puisque le Rwanda était redevenu en paix théoriquement et ne comportait plus qu'une vingtaine environ de coopérants, à peu près le dispositif qu'il avait avant le début de la guerre en 1990. Parmi ceux-ci, Alain Didot, qui était chargé de la coopération technique transmission au sein de la gendarmerie rwandaise, c'était je l'ai dit, un dépanneur, un installateur radio, ce n'était pas un opérateur. Didot était resté, il était en cours de 3e année, si mes souvenirs sont bons. Il était arrivé en 91 et devait repartir en 94. Voilà, Meyer, lui, était arrivé beaucoup plus tard, à l'été 93, pour faire suite à la mission de police technique et scientifique que j'avais initiée depuis 92, qui de 92 à l'été 93 comportait 4 officiers de police judiciaire au centre de recherche et de documentation de la gendarmerie. Et ces 4 sous-officiers qui étaient là pour former des officiers de police judiciaire pendant 1 an avaient terminé leur mission et ils avaient été remplacés, ou tout au moins leur avait succédé un seul officier de police judiciaire qui était René Meyer, qui lui était là pour une mission de longue durée de 2 ou 3 ans. Voilà, donc en 1994,
Dido habitait la villa de Kakirou, comme je l'ai expliqué dans des articles précédents, parce que il était logé conformément aux accords de coopération de 75 par l'armée rwandaise. Il avait été logé au début de son affectation, de son arrivée au Rwanda, sur la colline de Kiovu, mais pour des raisons d'intendance, les propriétaires de Kiovu avaient souhaité récupérer la maison et ne plus la louer à l'armée rwandaise. Donc l'armée rwandaise l'avait ramené, ou le ministère de la coopération rwandais plutôt l'avait ramené sur la colline de Kakirou, à côté du centre national, le CND, le centre national du Rwanda, qui était en quelque sorte le Parlement rwandais. Et quand ils arrivent fin 92, début 93, dans cette ville-là, à quelques centaines de mètres du Parlement rwandais, il n'est pas question un seul instant que qui que ce soit de la rébellion vienne y habiter. Donc on est dans une situation de paix jusqu'à ce que l'attentat du 6 avril 1994 redéclenche le conflit. Et à ce moment-là, comme c'était passé en 90, à la réouverture du conflit, et conformément aux accords de paix, l'adjudant-chef Dido et l'adjudant-chef Meyer sont repassés sous l'autorité de l'attaché de défense qu'il n'avait jamais quitté, mais sont repassés exclusivement sous l'autorité de l'attaché de défense, ont quitté les forces rwandaises qui se retrouvaient en position de guerre et s'est retrouvé à la disposition de l'ambassadeur de France qui l'avait chargé, depuis le départ des troupes françaises, d'assurer le lien transmetteur entre tous les expatriés français, puisque, on le sait, l'opération Noroa militaire qui avait été en place de 90 au 15 décembre 93, avec pour mission de sécuriser les expatriés français, d'assurer leur sécurité. Noroa étant parti, cette mission avait été transmise par l'ambassadeur à la mission d'assistance militaire qui était réduite à une vingtaine d'éléments, comme je l'ai dit. Et c'est donc Dido qui, en tant que transmetteur qualifié, avait en charge la mise en œuvre, l'installation et la mise en œuvre, à partir de chez lui, de la station de recueil, la station radio, de recueil de tous les expatriés. Les expatriés avaient contact avec cette station parce que des petits postes Yazoo, et ça permettait de les tenir enfermés, de leur donner des directives, de rejoindre l'aéroport ou de rejoindre l'ambassade ou de se rassembler à l'école française, suivant l'évolution de la situation. Voilà qu'était le contexte le 7 avril 1994. Au lendemain de la réouverture du conflit, l'adjudant-chef Dido et l'adjudant-chef Meyer étaient aux ordres de l'ambassadeur et de l'attaché de défense, et ils travaillaient exclusivement pour l'ambassade de France. Et comme cette station radio dont je viens de parler, qui était le recueil des expatriés, avait besoin de fonctionner 24 heures sur 24, il y avait bien entendu une relève. Dido ne pouvait pas faire ça en permanence, il avait besoin éventuellement de faire autre chose, éventuellement de se reposer. Donc c'est Meyer qui assistait qui assurait cette permanence, pendant que Dido était, dans le cas présent, il était chez un autre coopérant, Michel Fabriès, et c'est à ce moment-là que Meyer a vu arriver, le 7 avril au soir, ou 7 avril au matin plutôt, un certain nombre d'enfants qui sont venus se réfugier chez eux. Des enfants rwandais ou des enfants français ou rwandais? C'était des enfants rwandais. Dans un premier temps, il y a eu un lot de 5 enfants rwandais qui habitaient non loin des Dido, qui était le fils d'un membre du MRND qui, lui, était resté coincé à Dar es Salaam, d'ailleurs, puisqu'il faisait partie de la suite du président Abiyarimana quand il était parti à Dar es Salaam, mais il n'était pas monté dans le Falcon 50, il était monté dans le Transal, le deuxième avion qui accompagnait l'avion présidentiel, et le Transal qui n'a pas pu décoller quand on a appris que l'avion présidentiel avait été abattu. Donc le père de famille était resté à Dar es Salaam. Je ne sais pas où était la mère de famille, mais elle n'était pas présente, les enfants avaient peur. Ils sont venus se réfugier auprès des Blancs qui habitaient à côté, puisque de tout temps, au Rwanda, quand il y avait un problème, on venait se réfugier auprès des Blancs, on allait se réfugier dans les églises, auprès des prêtres ou auprès des coopérants. Ça a été leur réaction. Et à ce moment-là, René Meyer, qui était donc de permanence à la station radio, a appelé
Dido, en lui disant, il y a des enfants qui viennent chez nous, qui viennent chez toi, là, bon, je les ai accueillis parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et Dido lui a dit, bien entendu, tu as bien fait de protéger ces enfants. C'est bien de rappeler cet élément, mon colonel, parce qu'effectivement, après l'assassinat du président de la République, beaucoup de Rwandais qui habitaient auprès des habitations des Européens ont effectivement cru bon de se réfugier chez leurs amis européens, y compris parmi les grandes personnalités d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de familles qui ont été sauvées grâce à ça. Et par exemple, hein, ma maison de Kigali a eu plusieurs réfugiés qui ont rejoint un Allemand, un ressortissant allemand qui y habitait. Et malheureusement, après le départ de l'expatrié allemand, ils ont tous été assassinés. Donc voilà ce qui se passait. C'est important à savoir que ces jeunes enfants ou que leurs parents même étaient chez les deux gendarmes, non pas parce qu'ils avaient des connexions particulières, mais parce que tout simplement c'était la réaction normale des Rwandais en cas de crise. Tout à fait. Et ça a marché assez bien en général jusqu'à cette tragique affaire de 94 où là, ça n'a pas été aussi efficace que ça avait pu l'être par le passé. Tout à fait. Et donc, depuis l'assassinat de vos compatriotes et collègues, il n'y a jamais eu d'action judiciaire ni au Rwanda ni en France pour poursuivre les éventuels assassins de nos amis gendarmes. Il n'y a jamais eu d'instruction judiciaire d'ouverte. Et je le déplore, c'est un point qui nous rassemble avec M. Lépidi. Nous sommes d'accord sur ce point. Il est scandaleux que ce quadruple assassinat, parce que non seulement les trois Français ont été tués, assassinés, mais leur personnel de maison qui était un Rwandais, un petit Rwandais, un jeune Rwandais, je veux dire, a été assassiné avec eux, en même temps qu'eux. Donc c'est tout à fait scandaleux que ce crime que je considère comme étant à minima un crime contre l'humanité, voire qu'on peut relier au génocide, comme on le verra par la suite, aurait dû faire l'objet d'une information judiciaire. Alors, M. Lépidi, dans son article du Monde, a apporté des éléments que je n'avais pas, ou que j'avais oubliés peut-être, dans lequel on apprend que le député Marceau, ancien juge antiterroriste, avait fait le nécessaire pour qu'une information judiciaire soit ouverte. Et malheureusement, ces démarches n'ont pas abouti pour des raisons qui restent à éclaircir et que j'aimerais bien connaître, moi le premier. Voilà, par ailleurs, les familles de Dido et de Meyer n'ont pas porté plainte comme l'ont fait par la suite les familles des membres de l'équipage de l'avion qui aussi étaient français et qui ont été tués la veille ou l'avant-veille. Donc, ils n'ont pas porté plainte pour des raisons qui ne sont pas bonnes, et probablement parce qu'ils ont été mal informés. Je pense qu'ils ont été on leur a mal expliqué la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas porter plainte, qu'ils s'étaient engagés à ne pas porter plainte, ce qui est faux. Ils avaient tout à fait la possibilité de porter plainte contre X. Et à ce moment-là, non seulement ils avaient la possibilité de le faire, mais l'État français leur aurait garanti la protection fonctionnelle qu'il doit à toute famille d'ayant droit. Alors, en commençant votre article, vous faites une affirmation selon laquelle le général Charles Kayonga, qui était, je pense, à l'époque colonel, a menti au journal Le Monde, justement, pour lequel travaille M. Lépidi. En quoi ce général rwandais, membre du FPR, et qui était le chef de l'équipe du FPR stationné au CND, au Conseil national de développement, Parlement rwandais, en quoi a-t-il menti à M. Lépidi? Alors, Le Monde qui a dit qu'il a rencontré le général Kayonga, qui commandait effectivement les troupes du Front patriotique rwandais arrivées au Conseil national de développement, donc le Parlement rwandais dont je parlais tout à l'heure. Donc le général Kayonga aurait dit qu'il ne savait même pas qu'il y avait des Français qui habitaient à proximité et qu'il n'avait même pas remarqué les antennes qui étaient installées dans la parcelle et que ça n'intéressait pas, ça ne lui posait aucun problème. Et que de toute façon, même s'il l'avait su, dit-il, nous n'avons pas l'habitude de rentrer dans la maison pour assassiner les gens. Alors, dans un premier temps, moi j'ai un petit peu bondi parce que sur la deuxième partie de son propos, parce que pour les gens qui, comme moi,
sont rentrés dans la ville de Rwenzori en 1993, en février 1993, immédiatement après la première vague d'assaut rwandaise qui a libéré la ville. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de cadavres dans les maisons de Rwenzori après le passage du FPR qui avait tenu cette ville pendant 2 ou 3 jours. Et ce n'était pas l'armée rwandaise, puisque, je le répète, on était immédiatement derrière la première vague d'assaut. Une première vague d'assaut est occupée à combattre et soucieuse de sa propre sécurité. Elle n'a pas le temps, pas matériellement, le temps ni les moyens de s'occuper d'autre chose et de commettre des exactions. Et c'est précisément pour ça que nous étions immédiatement derrière elle pour faire en sorte que les Français soient protégés avant l'arrivée de troupes qui seraient peut-être un peu moins bien disciplinées. De toute façon, on voulait prévenir tout ça. Donc, je le répète, 93, Rwenzori, les massacres ont été extrêmement nombreux. On parle, je ne sais pas la vérification des chiffres, mais on parle sur l'ensemble de la zone Byumba-Rwenzori pendant l'occupation rwandaise, pendant l'occupation du FPR, de quelques dizaines de milliers d'assassinés. J'avais pu vérifier en grande partie, non pas les chiffres, mais le fait qu'ils les assassinaient largement lors des enquêtes que j'ai pu diriger et dont on a parlé la dernière fois. Donc, sur ce point précis, je savais que le FPR n'hésitait pas à éliminer ceux qui le gênaient ou ceux dont il imaginait qu'ils pouvaient le gêner. Et puis, depuis cet article de l'Épidie, je dois le remercier ici, m'est arrivé un nouveau témoignage, celui du colonel Marshall, que vous connaissez bien, qui était le commandant du bataillon belge au sein de la Minoire et qui était chargé par le général Dallaire, qui avait pour mission principale, en quelque sorte, de vérifier l'application des accords d'Arusha et le respect de l'embargo sur les armes. Et le colonel Marshall me dit, non, Kayonga ment, parce que en janvier ou février, il n'a pas une date très précise en tête, mais en janvier ou février 1994, c'est-à-dire 2 ou 3 mois avant l'assassinat de Dido et de Meyer, Kayonga demandait à Marshall de venir au CND pour lui indiquer qu'il y avait 3 installations avec des grandes antennes autour du CND dont il craignait qu'elles écoutaient les communications radio du CND, en particulier une qui était installée par l'armée rwandaise, et ça avait posé un problème à Kayonga qui voulait à tout prix que l'armée rwandaise cesse de les écouter. Et parmi les 3 installations que Kayonga a désignées, il a désigné la maison des Dido et des Meyer. Et il aurait ajouté, toujours selon ce que m'a dit Marshall, qu'il ne cachait pas que si un jour les combats reprenaient, il commencerait par éliminer ces antennes et ces sources d'écoute, ou ce qu'il croyait être des sources d'écoute, en priorité. Les antennes et les occupants. Et c'est ce qu'il a dit à Marshall. Donc c'est un phénomène extrêmement important, puisque ça confirme les déductions que j'ai toujours faites, puisque considérant, d'après les témoignages des Rwandais qui sont sur place, que c'est le FPR qui a massacré nos amis, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles ils pouvaient avoir intérêt à tuer 2 sous-officiers français et une épouse après les avoir capturés et les avoir désarmés. Donc, il ne s'agit pas d'un acte de combat. L'assassinat de mes 3 camarades qui étaient membres de l'équipage de l'avion, on peut considérer, comme l'a dit d'ailleurs Kagame à la BBC, que c'est un acte de guerre. Éliminer le chef ennemi, c'est un acte de guerre. On abat un avion, les pilotes sont victimes en même temps que le chef de guerre. C'est un acte de combat que je peux admettre qu'en tant que militaire, je peux comprendre. Assassiner 2 sous-officiers et une épouse de l'un d'entre eux, plus le gardien, assassiner 4 personnes qu'on a capturées, qu'on a désarmées et qui sont donc sans défense, c'est un minimum, un crime de guerre. Et compte tenu que ce crime de guerre concerne mes amis, je ne l'admets pas. Même s'il ne concernait pas mes amis, d'ailleurs, je ne l'admettrai pas. Mais en force raison, vous comprenez que j'ai une motivation particulière pour savoir qui les a assassinés. D'ailleurs, en ce qui concerne l'affirmation du général Kayonga, selon laquelle le FPR n'entrait pas dans les maisons pour assassiner les habitants, vous savez, il y a plusieurs cas. Je connais personnellement une vingtaine de hauts fonctionnaires, militaires et civils, qui habitaient Kakiru et Remera, donc dans la zone occupée par
le bataillon du FPR, du CND, après l'assassinat du président Habyarimana, eh bien, justement, c'est ce qu'ils ont fait. Le FPR est sorti, ils ont ratissé maison par maison de tous les hauts fonctionnaires qui y habitaient. La plupart étaient des Hutus. Ils les ont assassinés, hommes, femmes et enfants. Je citerai le cas d'ailleurs le plus connu d'entre eux, que vous avez sans doute mentionné dans votre article, le cas du père de Corneille, le chanteur rwandais, le jeune chanteur rwandais, dont le père était un ami personnel, qui habitait à Chikiro. Eh bien, tous les témoignages vont dans ce sens. Ils ont envoyé un commando qui a attaqué la famille dans la maison et puis qui a abattu le père, la mère et une partie des enfants. Donc, c'est un grand mensonge que de dire, voilà, nous, on est des gens civilisés, on n'attaque pas les familles dans leur maison. Ce n'est pas vrai. C'est exactement ce que le FPR a fait aussitôt après l'annonce de l'assassinat du président Habyarimana. Lorsqu'ils sont sortis de leur campement du CND, ils se sont attaqués à tous les hauts fonctionnaires qui étaient dans leur voisinage. Donc là aussi, c'est un gros mensonge. Alors, donc, vous pouvez poursuivre, mon colonel, sur les faits. Quelles sont les divergences, justement, principales que vous retrouvez dans l'article de M. Lépidi, le scénario ou les scénarios évoqués par M. Lépidi et vous, par rapport aux informations et aux renseignements que vous avez, est-ce que vous pouvez décrire un peu les divergences principales qui vous ont poussé à écrire cet article? Alors, bon, je le répète, avant de parler de divergence, je veux rappeler que sur le fond, l'article de M. Lépidi qui vise en conclusion à demander à ce que l'information judiciaire soit ouverte, non pas réouverte, c'est ouverte, et que ce crime ne soit pas considéré comme prescrit, je suis absolument d'accord avec lui. Au niveau des détails, ce qui m'a poussé à écrire ce nouvel article, puisque j'en avais écrit un déjà dans mon blog Mediapart en 2019, c'est que M. Lépidi a examiné les témoignages que j'avançais avec, m'a-t-il semblé, une certaine tendance, sinon une volonté à les minimiser, parce que manifestement, ils accusent le FPR. Il a mis en évidence d'autres témoignages qui me paraissent très faibles d'ailleurs, dont celui du médecin-chef Thierry, médecin belge Thierry, qui a récupéré les corps, ce dont d'ailleurs je dois le remercier. Mais il me semble que le docteur Thierry fait quelques erreurs dans la déposition qu'il a faite à Lépidi. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette affaire, depuis la mort de Gilda et Alain Didot et René Meyer, me tient à cœur. J'avais assisté le 15 avril 1994, lorsqu'on accueillait les corps sur la base aérienne de Duny, à côté du Bourget, au compte-rendu qu'avait fait le colonel Morin au colonel Cussac, puisque le colonel Cussac, qui était attaché de défense, avait reçu l'ordre de quitter le Rwanda le 11 avril en même temps que l'ambassadeur, et Morin, lui, avait absolument refusé de partir à ce moment-là et ne voulait pas partir sans les corps. Il a réussi à obtenir que soient récupérés les corps par les Belges et les Sénégalais, et donc arrivant à Duny le 15 avril dans l'après-midi, Morin et Cussac se revoyaient pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le Rwanda. Et Morin a tout naturellement rendu compte à Cussac de son action pendant les 3 jours qu'il était resté au Rwanda. Et j'étais présent quand il a rendu compte. Et je me souvenais parfaitement que le colonel Morin avait expliqué, entre autres, que les corps avaient été récupérés par des gens de la Minoire avec des médecins belges, donc le docteur Thierry que Lépidi a rencontré, et des Sénégalais, et des officiers sénégalais. Or, il se trouvait en 98, au moment où la mission parlementaire française était en plein exercice, que j'étais présent au Sénégal, affecté comme patron de la coopération gendarmerie au Sénégal. Et j'ai donc eu à cœur de rencontrer les officiers sénégalais qui avaient été récupérer les corps de mes amis pour les remercier à mon nom propre, éventuellement au nom de la France qui, je crois, ne l'a pas encore fait, mais qui serait bien inspiré de le faire. Et donc, j'ai recueilli leurs témoignages. Et ils m'ont dit, oui, bon, merci mon colonel, mais c'était notre devoir, il fallait le faire, on l'a fait. C'était tendu parce que le FPR n'était pas ravi que nous venions récupérer
ceux que manifestement ils avaient exécutés, mais bon, on l'a fait, c'est une affaire réglée, on n'en parle plus. Voilà, donc cette grande dignité des officiers sénégalais que je reconnais bien là, qui, on le sait par ailleurs, ont eu un comportement digne d'éloge tout au long de cette affaire au sein de la Minoire. C'était sans doute parmi les officiers qui se sont le mieux comportés. D'ailleurs, l'un d'entre eux qui a été tué par le FPR, d'ailleurs, par un tir de mortier du FPR, a donné son nom à une médaille prestigieuse qui est décernée aujourd'hui par l'ONU aux gens qui se comportent de manière remarquable dans ce genre de situation. J'ai découvert à cette occasion d'ailleurs que l'un des officiers sénégalais que j'avais rencontré au Sénégal et qui avait participé à la Minoire est aujourd'hui général, et c'est lui qui préside le comité de distribution de la médaille Baïdiane. Donc voilà, donc j'étais persuadé moi que des Sénégalais étaient présents. Je m'en étais ouvert à l'EPIDI, puisque l'EPIDI, pour faire son article, a eu l'honnêteté de prendre contact avec moi, de m'a posé la question, et je lui ai dit, non, Thierry se trompe, il y a des Sénégalais qui étaient là, il n'est pas allé tout seul, il était allé avec des officiers sénégalais. Et il a un petit peu, il a fidèlement reproduit mes propos sur les autres sujets, mais sur celui-ci, il a décidé de passer et de donner toute la parole à Thierry, qui, une fois de plus, je le répète, se trompe. Et puis en plus, la parole le ressenti de Thierry à ce moment-là, comme le ressenti des Sénégalais d'ailleurs, n'est qu'un ressenti. À partir de leur attitude 8 jours plus tard, on en déduit qu'ils peuvent être coupables ou pas coupables d'un assassinat qui s'est produit pas 8 jours, mais 5 jours plus tôt. C'est extrêmement subjectif, mais pour l'honnêteté du propos, je tiens à ce que les deux témoignages soient mis en parallèle, soient opposés. Je connais bien la faiblesse des témoignages, ça a été mon métier pendant quelque temps. Le témoignage humain est quelque chose d'extrêmement fragile par définition. Donc, il faut être très prudent quand on émine tel ou tel témoignage. Un autre témoignage que l'EPIDI aurait tendance à minimiser ouvertement en disant qu'il n'est pas crédible, c'est celui de Régine et celui de Samboy, qui, Régine était présente chez les Didot et Meyer, elle s'était réfugiée chez eux le 7 au soir, si je ne me trompe pas, ou le 8 au matin, peu importe, elle était présente au moment où les troupes du FPR sont arrivées. Elle les a parfaitement identifiées. Régine est rwandaise. Son mari est un diplomate de haut rang qui connaissait à la fois les uns et les autres et qui était connu du FPR. Et c'est pour ça qu'elle a été épargnée et que quand les soldats du FPR ont demandé des conduites à tir, ont demandé leurs ordres à quelqu'un qui ne peut être que Kayonga, voire Kagame tout soi-même, mais au moins Kayonga, on leur a donné l'ordre de conduire Régine et ses enfants chez elle, parce qu'elle était connue du FPR en tant que telle. Et si elle était connue du FPR en tant qu'épouse d'un diplomate, elle était parfaitement en mesure de savoir à qui elle parlait et qui lui parlait. Elle sait très bien à qui elle avait affaire. Donc, je trouve que la manière un petit peu cavalière qu'a eu l'EPIDI d'écarter, de vouloir ou de faire mine d'écarter ou de minimiser ce témoignage de Régine, qui est extrêmement gênant pour le FPR, parce que le FPR ayant capturé les Didot, on se demande bien qui d'autre aurait pu les exécuter. Voilà, donc ça fait partie des choses qui m'ont incité à réécrire l'article dont vous voulez bien parler. Si ce n'est pas une indiscrétion, mon colonel, qui était Régine en ce moment-là, au moment des faits? Son mari était diplomate, dites-vous? Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions exactes. Il était diplomate, il avait été ambassadeur, je crois, et il était diplomate au sein du gouvernement rwandais à disposition du ministère des Affaires étrangères rwandaises. Et je crois qu'il avait participé à un moment ou à un autre aux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha ont duré plusieurs mois. Et il y a eu plusieurs phases dans ces accords d'Arusha. Et ce diplomate avait participé à au moins une phase de ces accords. Et c'est pour ça qu'il était connu des autorités du FPR. Et donc, après l'assassinat des gendarmes et de l'épouse de l'un d'entre eux, Régine, elle, a été épargnée et elle a fait ce témoignage au Rwanda ou en exil? Alors, il y a eu 2 temps, puisque c'est elle qui a... Régine est restée chez elle quelques heures après y avoir été ramenée par les troupes du FPR. Et ensuite, elle s'est
dirigé vers l'hôtel Méridien, qui est tout proche, mais l'hôtel Méridien qui était en 94, enfin 93 et encore en 94, qui était, j'allais dire, l'hôtel des Français, entre guillemets. Il y avait l'hôtel des Mille Collines, qui était un peu l'hôtel des Belges, et puis le Méridien, qui était plutôt l'hôtel des Français. Bon, ça n'empêchait pas les Français d'aller aux Mille Collines et les Belges de venir au Méridien, mais en gros, c'était ça. Et d'ailleurs, l'opération Noroa avait, pendant quelques mois, avant de s'installer ailleurs, tenu son poste de commandement au dernier étage de l'hôtel Méridien. Donc, Régine s'est à nouveau, avec ses enfants, rapprochée des Français en allant au Méridien. Et elle a dit ce qu'elle avait appris au patron du Méridien, qui était Éric Lefebvre, si mes souvenirs sont bons. Éric Lefebvre, qui, bien entendu, a immédiatement averti la mission d'assistance militaire que deux sous-officiers et l'épouse d'entre eux avaient été massacrés par le FPR. Donc, il y a eu un premier témoignage qui n'a pas été enregistré, mais qui a permis, j'allais dire, d'apprendre la nouvelle et d'organiser, de demander à la milieu de récupérer les corps, qui a été fait immédiatement par Régine. Et ensuite, Régine, ayant migré vers la France, a été entendue à plusieurs reprises. Elle a été entendue, je crois, par Pierre Péan et par moi-même. Quand j'ai rédigé mon premier article de 2019, j'ai pris contact avec Régine pour qu'elle me confirme ce que Péan avait écrit, et puis qu'elle me donne quelques détails supplémentaires et éventuellement les coordonnées de ses enfants et les coordonnées des enfants de la première équipe, si j'allais dire, qui, eux, vivent en Allemagne aujourd'hui, de façon à ce que je puisse étayer un petit peu mon article. Donc, Régine, comme je l'ai écrit dans mon premier article, était perdue de reconnaissance envers ces Français qui les avaient protégés. Elle se disait, quand j'ai eu au téléphone, toute prête à témoigner devant la justice, si la justice veut bien s'intéresser à ce dossier. D'accord. Alors, les corps des 3 personnes assassinées, les 2 gendarmes et l'épouse de l'un d'entre eux, sont rapatriés en France. Là aussi, il me semble qu'il y a des dates différentes selon l'un ou selon l'autre. Monsieur Lépidi prétend, je pense, qu'ils sont arrivés en France le 13 ou le 14. Et vous, une autre date. Est-ce que vous entendez sur la date d'arrivée en France ou pas? Absolument. Je m'en souvenais d'une part parce que, je le répète, c'est un dossier qui me tient à cœur. Donc j'en avais gardé le souvenir, mais je vais vérifier mes souvenirs auprès des camarades qui, eux, étaient à Kigali et à Bangui. Et le colonel Morin est affirmatif, il me confirme que l'avion, le Transal du commandement des opérations spéciales qu'il avait réussi à garder avec lui, ils étaient restés 2 ou 3 Français. Il y avait 2 officiers, un sous-officier. Et ce Transal qu'on leur avait laissé pour encore quelques heures, en espérant récupérer les corps. Et ce Transal a décollé de Kigali le 14 avril vers 17 heures. Donc, le temps d'arriver entre Kigali et Bangui, il est arrivé dans la soirée à Bangui assez tard. Et donc là, il a fallu... Les corps étaient sur un brancard. Ils n'avaient pas été placés dans des cercueils. Donc c'est à Bangui qu'on les a mis dans des cercueils. Et dans des cercueils plombés, comme le veut la réglementation, pour des corps qu'on transporte par voie aérienne et qui vont passer quelques frontières. Donc, ils ont été placés dans les cercueils. En même temps, il a fallu, à partir du 14 au soir et avant le 15 au matin, puisque l'avion a redécollé quelques heures plus tard, le 15 au matin, de façon à arriver au Bourget sur la base aérienne de Duny le 15 en début d'après-midi, où j'étais présent pour les accueillir, comme je l'ai déjà dit. Donc, les autorités de Bangui ont eu quelques heures pour conditionner les corps de manière convenable dans les cercueils, leur donner un début de sépulture décent, et ensuite pour exécuter les formalités administratives indispensables, c'est-à-dire un certificat de décès établi par un médecin et un acte d'état civil établi par le consul de France. Toutes choses qui n'avaient pu être faites à Kigali, pour des raisons évidentes. L'ambassade était fermée depuis 2-3 jours, au moins 3 jours avant 2 ou 3 jours avant qu'on récupère les corps. Il n'y avait plus de médecins et certainement pas de légiste disponible à Kigali en pleine guerre. Et à Bangui, je ne suis pas sûr non plus qu'il y avait un médecin légiste pour faire une autopsie, mais de toute façon,
comme j'ai posé la question dans mon article, quel était le magistrat qui était compétent le 14 avril au soir pour ouvrir une instruction sur un crime qui s'était passé à Kigali, dans le pays voisin, où les corps avaient été retrouvés. Vous connaissez les règles de compétence sur un crime, c'est soit le lieu de commission des faits, soit le lieu de découverte des corps, soit éventuellement une disposition particulière pour les crimes commis à l'étranger. Mais ces dispositions particulières n'avaient pas été mises en œuvre, elles n'auraient pas été mises en œuvre non plus en 5 minutes. Donc les corps ont été conditionnés, si vous me permettez cette expression, pour le transport en France, conditionnés matériellement avec des cercueils et conditionnés administrativement avec des actes de décès, de façon à ce qu'ils puissent revenir en France et être remis à la famille. Donc, je pense que, effectivement, après, les actes de décès ont été modifiés 3 fois, je crois. Hein. Il y a eu une erreur de date, il y a eu une erreur de prénom, il y a eu un tas d'erreurs parce que ça a été fait de manière extrêmement hâtive, on le comprend, et que par la suite, il a fallu que les familles obtiennent des rectifications pour que les choses soient mises en ordre. Mais tout ça a été fait de manière à faciliter le retour des corps pour le 15 avril, qui était prévu le 15 avril à Paris, et pour qu'ils soient remis à la famille le plus rapidement possible. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans les thèses complotistes pour imaginer je ne sais quel complot pour expliquer que l'acte de décès n'était pas tout à fait conforme à la réalité. Quand on connaît les circonstances, on le comprend bien. Et puis, c'est pas le premier acte de décès en France qui doit être corrigé après que un certain nombre de vérifications aient été faites. C'est vrai qu'il y a lieu de verser dans les thèses complotistes après 28 ans. Lorsqu'on sait que quand il y a un otage français retenu dans un pays africain ou ailleurs, le gouvernement français se mobilise, envoie tous les diplomates possibles et imaginables. Certains disent que l'État français a même déjà payé des rançons. Et là, on a 3 corps qui rentrent en France en 1994. Il n'y a toujours pas d'affaire assassinat des gendarmes. En tout cas, concrètement, il n'y a pas eu de poursuite. L'État français n'a pas engagé d'action concrètement. Il y a lieu de se poser des questions. Et c'est là, justement, que les gens se disent, mais est-ce que l'État français a la volonté de rendre justice à ces 3 victimes françaises? Est-ce que l'État français a la volonté vraiment de rendre justice aux familles? C'est ça la question. C'est pourquoi il y a, je veux dire, l'absence d'action pousse justement aux thèses complotistes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'en est-il? Parce qu'il y a eu quand même des tentatives, je pense, pour aborder judiciairement cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, 28 ans après, il n'y a pas encore de conclusion et de thèse claire, unifiée sur l'assassinat de vos compatriotes, de nos compatriotes? Alors, je ne peux que vous donner mon sentiment. Là, on sort du domaine du témoignage pour vous donner un sentiment. Mais on voit bien que dès le printemps 93, la France, voire même avant, la France avait décidé de quitter le théâtre d'opération rwandais, militairement parlant. Voire même avant, vous l'avez peut-être, vous, compte tenu de vos fonctions d'ambassadeur à Paris, constaté de manière plus précise que moi. Moi, je l'ai ressenti sur le terrain, peut-être début, peut-être avant la fin 92. Début 93, j'ai bien compris que nous allions décrocher. Et quand j'ai été à Arusha en juillet 93, les phases finales des accords d'Arusha, j'ai bien compris qu'il y avait un deal qui s'était installé entre la France et M. Kagame pour dire, bon, vous voulez qu'on quitte le Rwanda, ça nous arrange, nous aussi on veut partir. Donc voilà, aux accords d'Arusha, vous les signez. Il est inclus dans les accords d'Arusha que la France ne sera pas, s'en va, toutes les forces étrangères, c'est-à-dire nous en allons, et nous ne reviendrons pas au sein de la Minuar. Voilà. À partir de là, la France étant partie, n'avait pas l'intention de revenir, et surtout pas de rouvrir le débat, pas l'intention de savoir qui avait abattu l'avion, et comme l'assassinat de Dido et Meyer, à mon sens, et de plus en plus, j'en suis de plus en plus persuadé au fur et à mesure que je vois les enquêtes. Monsieur Article, monsieur de Lépidi me conforte dans ses sentiments.
l'assassinat de Dino et Meyer est lié à l'attentat parce que le FPR les a exécutés, comme il a toujours exécuté tous les témoins gênants dans la zone qui est contrôlée dans le nord du Rwanda. Aucun témoin ne doit survivre, a dit Alessandre Desforges, en attribuant ça aux Interamwe, mais en fait, aucun témoin ne doit survivre. Ça a été pratiqué dès le premier jour par le Front patriotique rwandais. Et donc, ils ont été éliminés parce que, compte tenu des enquêtes, des antennes dont on a la preuve aujourd'hui qu'elles gênaient considérablement le colonel Kayunga, commandant le CND, compte tenu du fait que Gilda avait, m'a-t-on raconté, pris l'habitude d'observer avec des jumelles ce qui se passait au CND, les militaires du FPR ont considéré que les Dido ont pu apprendre quelque chose sur la préparation de l'attentat, dont on sait par de multiples témoins que ça s'est passé au CND, que les missiles ont transité par le CND, et donc le FPR les a exécutés parce qu'il a cru que Dido et Meyer ou Gilda Dido avaient appris quelque chose et que c'était des témoins extrêmement gênants. Donc leur assassinat est relié à l'attentat. Si vous examinez la manière dont a été conduite et dont a été clôturée, pour l'instant, puisque l'affaire est pendante devant la Cour de cassation, dont a été clôturée la procédure sur l'attentat, les juges d'instruction écrivant que aucune autre piste n'étant plausible que celle du FPR, mais les preuves contre eux leur paraissant insuffisantes pour aller à un procès, alors qu'elles sont largement plus probantes, me semble-t-il, que dans beaucoup de dossiers qu'on a emmenés devant la cour d'assises et où on a obtenu la condamnation de certains Rwandais, précisément. Donc la France n'a pas envie de rouvrir le dossier rwandais. Rouvrir le dossier de l'attentat, elle y sera peut-être obligée si la Cour de cassation fait son travail, mais l'article de M. Lepidi nous donne une indication précieuse. Je m'en doutais un peu, mais je n'avais aucun élément pour dire que la clôture de l'information judiciaire sur l'attentat avait été faite sous pression politique. Or, M. Lepidi nous le dit. Il nous dit les juges devaient rendre leur copie. Les juges qui instruisaient sur l'attentat du 6 avril 1984 devaient rendre leur copie rapidement. Et c'est pour ça, nous dit la source de M. Lepidi, que ces magistrats n'ont pas pu instruire davantage sur l'attentat, sur l'assassinat, de Dido et Meyer, dont ils avaient commencé à s'occuper un peu, mais insuffisamment à l'évidence. Donc voilà, il y a là la preuve que d'une part, la preuve de forte présomption que cet attentat est lié cet assassinat est lié à attentat dont on a dit que s'il s'avérait que c'était le Front patriotique rwandais qui avait abattu cet avion, il faudrait complètement réécrire l'histoire du Rwanda. C'est Madame Carla Del Ponte, procureure près le tribunal pénal international sur le Rwanda, qui a dit ça. Et pour avoir dit ça, elle a été limogée quelques mois plus tard. Mais on en est là. La France a quitté le Rwanda en fin 93. Elle n'avait pas envie d'y revenir, et surtout pas en mettant en cause M. Kagame. On a vu sous M. Sarkozy comment on a permis, l'Élysée s'est pas caché à ce moment-là d'avoir organisé l'arrestation de Rose Kabouyi en Allemagne pour que les avocats de l'UFR puissent rentrer dans le dossier et organiser cette comédie qui a été l'expertise acoustique dans le Loiret. C'est complètement ridicule si on revient. Si la Cour de cassation se penche un peu sérieusement sur l'importance qui a été donnée à une expertise acoustique opérée à 7000 km du Rwanda sur un terrain complètement différent, avec un matériel complètement différent, un matériel semblable, des missiles semblables. Quand on dit semblable, ça veut dire que c'est différent. C'est pas scientifique comme démarche, c'est indicatif. C'est politique plus que scientifique. Et en plus avec des chiffres faux, parce que je peux apporter la preuve que les chiffres qui ont été retenus par l'acousticien sur les distances entre les positions supposées de tir qu'il étudie et les domiciles respectifs des deux témoins, de la maison Pazouk et de la maison Saint-Quentin, ces chiffres sont faux. Il suffit de connaître le terrain pour savoir que ces chiffres sont faux. Bref, si la Cour de cassation
s'intéresse de près à la façon dont cette instruction a été menée, et sur l'instruction et sur la façon dont elle a été clôturée. Et M. Lépidi vient de leur donner un argument supplémentaire. Il y a matière à ce que le non-lieu soit réexaminé plus attentivement, me semble-t-il. Mon colonel, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments parce qu'effectivement, c'est une affaire que même les Rwandais qui ont subi quand même les événements de 1994 ont pratiquement oublié. Il a fallu l'article de M. Lépidi. En France, on n'en parle guère, hein, l'assassinat de 2 gendarmes, de sous-officiers français à Kigali, quand même, qui étaient en mission officielle, qui étaient des coopérants. J'ajouterais, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur, vous venez de dire qu'ils étaient en mission officielle et qu'ils étaient coopérants. Au moment où ils étaient assassinés, ils étaient en mission pour l'ambassade de France et non plus au sein des forces armées rwandaises. Ils ont été assassinés en tant que sous-officiers français en mission pour l'ambassade de France et pas pour autre chose. Pratiquement des diplomates français. Voilà. Leur statut était devenu diplomatique à partir du moment où ils étaient attachés à l'ambassade. Absolument. Et donc, c'est quand même assez grave que l'État n'ait pas pris les dispositions nécessaires pour aller jusqu'au bout de cette affaire, pour savoir, connaître la réalité. Mais vous, mon colonel, quel est votre sentiment en définitive, après avoir analysé tous les éléments à votre possession, après les témoignages que vous avez reçus des uns et des autres, après le témoignage du colonel Luc Marchal? Vous êtes catégorique. L'assassinat des 2 gendarmes et de l'épouse de l'un d'entre eux a été le fait du bataillon dirigé par le général Kayonga du CND. Tous les témoignages le rejoignent. On sait de manière indubitable que le bataillon FPR cantonné au CND est sorti de son cantonnement le 7 avril vers 16h et qu'il a commencé à nettoyer les environs de son cantonnement parce qu'il craignait d'être attaqué ou il avait déjà été attaqué, peu importe, par la garde présidentielle, dont je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Kigali, que la garde présidentielle avait son cantonnement à quelques centaines de mètres du CND, de l'autre côté d'un carrefour important. Donc il y avait les 2 forces en présence, CND, force FPR au Conseil national du développement, garde présidentielle dans sa caserne, à quelques centaines de mètres en face l'un de l'autre. Il est normal, militairement parlant, que le colonel Kayonga, qui était chargé de la protection du CND, qui commande ses troupes, ait éprouvé le besoin de se donner un peu d'air et de prendre des positions un petit peu avancées pour protéger ses troupes. Ça, c'est logique, c'est tout à fait normal qu'il soit sorti de son cantonnement le 7 avril à 16h. Il n'était pas obligé pour autant de massacrer les civils qu'il rencontrait sur son passage. Et surtout pas mes amis, et surtout pas des gens qui ne lui étaient en rien hostiles. Donc voilà, c'est la preuve. On sait qu'il est sorti à ce moment-là. Les témoignages des uns et des autres, non seulement de Régine et de son boy, mais des enfants de la famille qui s'étaient réfugiés chez eux et qui ont témoigné. Ils ont donné des témoignages très détaillés quand ils étaient en Allemagne. Il n'y a pas que le témoignage de Régine et de son boy, il y a le témoignage de 5 enfants de l'autre famille, donc qui ont été chassés aussi de chez Gilda et Didio par le FPR, qui ont été invités à renvoyer chez eux parce que c'était des gamins, et ils sont maintenant réfugiés en Allemagne, en Belgique, mais essentiellement en Allemagne, je crois. Ils ont témoigné en langue allemande, on a ces témoignages, ils existent, on les a. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour qu'une instruction trouve de quoi monter un acte d'accusation condamnable contre le FPR et contre personne d'autre. Plus personne aujourd'hui ne peut sérieusement accuser quelqu'un d'autre que le FPR. Il est établi de manière absolument imparable que c'est le FPR qui a capturé et désarmé les Dido. Ça, le témoignage de Régine est clair, elle y était, elle l'a vu, elle a été raccompagnée chez elle après. On ne voit pas très bien qui se serait venu s'occuper des Dido après qu'ils aient été capturés et désarmés par le FPR. C'est certainement pas la garde présidentielle qui est montée depuis l'autre côté du carrefour pour venir dérober ces prisonniers au Fonds patriotique rwandais. On n'en était pas là, le 8 avril 1994. Et puis le timing
entre le moment où Régine a été renvoyée chez elle et le moment où elle a appris que Dino et Meyer avaient été tués, on est dans un temps, dans l'espace de quelques minutes, de 2 ou 3 heures grand maximum. Donc il est absolument. Et puis en plus, les mensonges de Kayanga sont clairs. Hein. Il aurait pu dire un tas de choses. Qui disent qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait des Français là-bas. C'est démenti par le colonel Marshall. Et puis ensuite, il ne peut pas nier que ce sont ces troupes qui sont arrivées là dès le 8 avril au matin. Et face à ce mur du silence, face à une telle omerta, en fait, qu'est-ce que vous recommandez aux amis, à la famille et à l'État français? Est-ce qu'il faut classer, oublier ce dossier parce qu'il s'agit quand même de vies humaines? Qu'est-ce que vous recommandez, vous, colonel Robardet? Alors, humainement, en tant que Michel Robardet, ami de Gilda et d'Alain Didot, en tant qu'officier de gendarmerie, qui connaissait bien ces 2 sous-officiers, cette épouse, en tant qu'officier de police judiciaire, anciennement officier de police judiciaire, je trouve scandaleux que ce genre de crime ne soit pas instruit et puni comme il doit l'être. Maintenant, on constate que le gouvernement français a une démarche beaucoup plus politique que judiciaire vis-à-vis de l'affaire rwandaise. On est dans la diplomatie. Si la famille de Gilda et d'Alain Didot, enfin Alain Didot a plus de famille, mais c'est la famille de Gilda Didot, surtout et de René Meyer, ne porte pas plainte, ne se constitue pas partie civile devant un juge d'instruction, l'affaire ne sera jamais réouverte. J'en ai peur. Et si se constitue partie civile, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait beaucoup de diligence à faire le lien avec l'attentat et à rouvrir tout ce dossier que l'État français, actuellement, tout au moins, a l'intention de ne pas rouvrir et de clore le plus rapidement possible pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. Monsieur Kagame, faisant de l'obstruction à ce que le crime sur l'attentat soit jugé, ce qui est déjà une indication qu'on pourrait peut-être prendre en compte avant de dire qu'il a été tué, l'avion a été abattu par quelqu'un d'autre que par le FPR. C'est Kagame qui s'est toujours opposé directement, soit indirectement, à ce que ce crime soit jugé. Kagame a obtenu des anglo-saxons que Carla Del Ponte, qui voulait instruire sur ce crime, soit évincé. Il avait obtenu auparavant que Louise Arbour, précédent procureur après le TPIR, renonce à instruire sur ce crime. Elle s'était montrée, vous connaissez l'affaire, extrêmement intéressée par les premiers résultats de l'enquête qu'elle avait elle-même ordonnée sur ce crime qui dénonçait, qui accusait le FPR. Et puis après, en entretien avec les Américains, les Anglais et l'ONU, non, ils ont considéré que le TPR a considéré que ce crime n'entrait pas dans leur saisine, ce qui est tout à fait scandaleux. Eh bien, l'État français est un petit peu dans la même disposition d'esprit aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, comme il l'avait été sous Sarkozy, il est sous cette disposition d'esprit. On met la poussière sur le tapis et on renoue avec M. Kagame des relations pour lui faire plaisir et qui nous sont sans doute utiles par ailleurs. Je n'ai rien contre le fait qu'on noue des relations avec le Rwanda, mais peut-être pas au prix de certaines choses. La même logique, le même silence, en fait, en ce qui concerne tous les crimes commis dans la région des Grands Lacs. C'est la même attitude à l'égard du rapport mapping. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on constate effectivement qu'on déroule le tapis rouge à Paul Kagame, mais ce tapis cache des millions de cadavres qui sont sur lesquels Kagame marche, la tête levée, la poitrine bombée, et avec l'aide de certains pays occidentaux et autres. Hein. C'est dommage quand même. Nous, en ce qui nous concerne, la Voix des Grands Lacs, nous allons continuer à en parler, continuer à dénoncer ce mur du silence, continuer à dénoncer l'impunité et soutenir certaines personnalités de la région des Grands Lacs ou internationales qui, comme la députée Frédérique Dumas le disait le 12 janvier lorsqu'elle a reçu avec ses collègues, députés à l'Assemblée nationale quand ils ont reçu le docteur Denis Mukwege, il faut absolument que cette affaire-là soit suivie. Et si on parvient à dénouer le dossier rapport mapping, on va peut-être aussi ouvrir des portes vers la vérité en ce qui concerne tous ces crimes que l'on a pardonnés à Paul Kagame, et peut-être que les changements
qui peuvent s'opérer en France, en Afrique et ailleurs, offriront l'opportunité de pouvoir avancer sur ces dossiers, y compris sous l'angle judiciaire. Oui, tôt ou tard, les murs qui sont montés autour de ce dossier à l'ONU, parce que c'est quand même extraordinaire que des rapports de l'ONU soient enterrés, que le TPIR ait refusé de s'attirer compétent sur l'attentat du 6 avril 1994, et subséquemment sur l'assassinat de Gilda Alain et de René Meyer. Donc, tôt ou tard, je veux croire que ça sera comme l'affaire des officiers polonais qui ont été massacrés par les troupes soviétiques j'ai oublié le nom, excusez-moi, à Katyn, oui. Ce sera comme l'affaire de Katyn. Si vous suivez attentivement l'affaire de Katyn, les soviétiques qui étaient parmi les juges au tribunal de Nuremberg ont fait en sorte que cette affaire ne soit pas jugée à Nuremberg, puisque au début, elle faisait partie des incriminations qui avaient été indiquées au départ à la création du tribunal de Nuremberg, parce qu'on croyait, les soviétiques avaient fait en sorte qu'on croit que c'était les nazis qui avaient exécuté les officiers polonais. Et puis, avec le temps, il est apparu que c'était les soviétiques, c'était l'armée soviétique. Donc, on a mis la poussière sur le tapis pendant un certain temps, et puis aujourd'hui, plus personne ne doute un seul instant que c'est l'armée soviétique qui a massacré Katyn, ça a été reconnu, établi. Il y a eu des fausses enquêtes aussi, un peu comme les enquêtes organisées par Kigali, comme les rapports Muccio, comme l'enquête Mutsinzi, les enquêtes faites par l'université de Cranfield, les coopérants anglais de Kagame qui sont venus assister aux expertises balistico-acoustico-françaises de M. Trévinick. Tout ça, il y a eu des enquêtes bidons qui ont été menées pour occulter l'affaire de Katyn, mais au bout du compte, l'affaire de Katyn est aujourd'hui incontestablement établie. Il en ira de même des crimes du FPR et de M. Kagame. On assiste aujourd'hui encore de plus en plus faiblement, semble-t-il, à des espèces de contre-enquêtes bidons pour essayer de camoufler la vérité. Mais petit à petit, la vérité fait son chemin. Et il faut remercier M. Lepidi d'avoir un petit peu fait avancer sur ce chemin. Il a raison, il faut rouvrir cette enquête, pas pour les raisons qu'il croit, mais il faut rouvrir cette enquête pour les raisons qui sont les miennes. Quels que soient les auteurs, d'ailleurs, il faudrait rouvrir cette enquête. Écoutez, mon colonel, c'est sur cette note qu'on va terminer notre émission et je vous remercie une nouvelle fois, surtout pour l'éclairage que vous avez apporté à nos auditeurs. Hein. C'est une affaire qui n'est pas très bien connue, ou en tout cas sur laquelle on n'est pas souvent revenu. C'est pas par exemple comme l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, l'affaire de l'assassinat des 3 Français le 8 avril 1994 a souvent été occultée, alors qu'il s'agit quand même d'une affaire qui met gravement en cause justement le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et nous allons en finir là en vous remerciant et en vous donnant rendez-vous peut-être pour d'autres éléments. Nous allons nous approcher du colonel Luc Marchal pour avoir peut-être des éléments complémentaires parce que c'est une affaire qui nous intéresse pour la justice et pour la vérité historique. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. À très bientôt. Merci, mon colonel. Merci.